Bonjour à tous, ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vidéo face caméra. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente rentrée. De mon côté, je vais vous parler de cette fameuse rentrée littéraire. Il y a approximativement 500 ouvrages qui sont sortis cette année. J'en ai sélectionné quelques-uns dont j'aimerais vous parler en vidéo. Donc c'est un choix qui m'est propre, qui est très subjectif, qui ne concerne que des romans et qui cette fois ne s'axe pas que sur l'Orient ou le Maghreb ou voilà le périmètre un peu habituel auquel je m'intéresse. Là vraiment je vais m'axer sur la rentrée littéraire au global. L'un des premiers titres qui m'a interpellée est celui d'une autrice kurde donc, qui s'intitule Petite, je disais que je voulais me marier avec toi, de Medheb Teke. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je m'excuse au cas où ce ne serait pas le cas. Je vous mets la couverture juste là. Ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est qu'elle dédie ce roman à son père. Donc elle fait un portrait de son père qui est un immigré turc qui rejoint, je crois qu'il me semble que c'est qu'il rejoint la Belgique. Et elle le fait avec, je crois, je ne l'ai pas encore lu, hein, j'ai lu seulement quelques extraits, mais il y a quelque chose d'intéressant avec son écriture, c'est qu'elle cherche à dévoiler avec beaucoup tout en retenue, avec beaucoup de pudeur et énormément d'élégance. Donc c'est effectivement l'un des titres qui m'a interpellée, un des premiers titres qui m'a interpellée, je dois dire. Je vous en reparle très prochainement. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai choisi des titres effectivement qui tournaient autour de grosses histoires de famille ou de protagonistes féminines assez fortes. Donc c'est ce vers quoi vont s'orienter mes choix forcément. Le second titre qui m'a interpellée, alors c'est l'ouvrage d'Annie Lulu qui s'intitule Peine des faunes. Je vais essayer de vous le mettre juste ici aussi. Là, on est plutôt plongé au cœur d'une famille tanzanienne. L'aînée de la fratrie, donc une jeune femme, une jeune étudiante, va se confronter à une grosse entreprise pétrolière qui veut raser son village et sa maison par conséquent. Et elle va s'opposer à cette entreprise toute petite qu'elle est face à cette multinationale. C'est un livre qui m'a beaucoup interpellée et que j'avoue, je trouve aussi le titre Peine des faunes très beau. Donc je vous en reparle très prochainement aussi. Ensuite, c'est l'un de mes préférés, je dois dire. C'est l'ouvrage d'un auteur anglais qui s'intitule Une terrible délicatesse de Jo Browning-Rowe. Là, il me semble qu'on suit un peu le parcours d'un jeune homme qui s'appelle William, qui veut reprendre l'entreprise familiale de pompes funèbres, donc qui va suivre les études adéquates pour poursuivre un peu cette reprise. Et le jour de la remise de son diplôme, à ses 19 ans, un drame va se produire dans la ville où il habite, où il va y avoir un glissement de terrain et une école va être ensevelie. Et il va se rendre sur place pour aider les autres embaumeurs. Donc ça va être un peu son baptême du feu et je crois qu'il y a quelque chose aussi qui va se fondre en lui. Il me semble que c'est mêlé aussi à une histoire de famille, de passion. Je crois que c'est un jeune homme qui chante également et qui va en perdre sa voix. Donc ça m'a vraiment donné très envie de découvrir ce roman. Ensuite, le quatrième titre est un titre de Léonore Miano, donc Stardust. Cette fois, elle va revenir sur son parcours à elle. Donc ce qui est intéressant avec ce titre-là, c'est que c'est le premier manuscrit dont elle a... au sein duquel elle a déposé l'intention de l'éditer. Ce texte-là a été écrit dans l'intention d'être édité. Et il retrace son parcours à elle de jeune femme. Elle avait alors 22 ou 23 ans. Elle venait de devenir maman. Et elle va intégrer un centre de réinsertion.
j'avais très envie de la découvrir de cette manière-là. C'est vrai que je suis assez fan de ce qu'elle peut produire, mais là j'avais envie de la lire elle personnellement entre les lignes. Et puis le titre veut tout dire, Stardust, la poussière d'étoiles, ça veut tout dire finalement de ce texte-là. Donc j'avais très très hâte. Et j'ai toujours hâte de le lire et de finir de le découvrir. Forcément, on y arrive, on va parler de l'Algérie, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc j'avais très envie de lire le dernier ouvrage de Kawthar Adimi, Au vent mauvais. Je l'ai immédiatement commandé. Et je dois avouer que il y a quelque chose de l'ordre de la déception dans ma lecture, mais ce n'est pas de son fait. Kawthar Adimi est très talentueuse, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de l'Algérie, moi j'ai besoin d'avoir une plume qui soit très lyrique, très poétique, quelque chose de très lourd, de très dense, mais qui me pèse au cœur. Et pour cela, j'ai besoin que ce soit lyrique, que ce soit poétique, que ce soit écrit avec un style plus ancien en fait. Et ça m'est propre, hein, c'est complètement personnel, mais malheureusement je le retrouve pas dans le style de Kawthar Adimi qui a une plume beaucoup plus simple, même dans le bon sens du terme, très scolaire, très documenté, très accessible. Et c'est tout à son honneur, mais c'est vrai que pour ce type de sujet, j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus costaud. Et elle va retracer sur à peu près 100 ans l'histoire de l'Algérie à travers le parcours de deux frères de lait, qui vont un peu voyager, vadrouiller entre l'Algérie, l'Italie, la France, et qui vont aussi finalement retourner sur leur terre natale pour l'amour d'une femme. Donc voilà, et puis j'ai tellement lu aussi sur l'Algérie qu'il y a certaines ficelles que je connais et qui du coup cela ne relève plus de l'ordre du magique pour moi. Du coup je suis un peu, voilà, je reste un peu sur ma faim. Je l'ai pas terminé, hein, mais c'est un bon livre, mais c'est vrai que je m'attends à lire quelque chose de plus poétique quand ça parle de l'Algérie, mais ça ne concerne évidemment que moi. En parlant de poésie, ce qui me permet de faire cette transition, j'attends avec impatience de recevoir le dernier ouvrage de Yasmina Khadra, Les Vertueux, donc que j'ai commandé et que j'ai entendu récemment à la radio dire que ce serait le livre, la pièce maîtresse un peu de toute son œuvre. Donc j'ai hâte de le recevoir. S'il en parle de cette manière-là, c'est que c'est une sorte pour lui d'aboutissement. Et j'adore son style. Il y a quelque chose vraiment qui me parle, qui me transcende dans sa poésie. C'est... Oui, ça relève de l'amour passionné pour sa plume. Vraiment, je le lis et ça me fait du bien de lire du Khadra. Pour continuer, pour même conclure sur l'Algérie, j'ai lu récemment un ouvrage qui s'intitule 120 francs de Xavier Leclerc. Juste là, c'est son premier roman. Et il va retracer à travers celui-ci l'histoire de son arrière-grand-père Saïd, qui est mort pour la France durant la Première Guerre mondiale. Et le prix de son sacrifice équivaut à 120 francs, puisque c'est la somme qui va être versée à sa famille en tant que prime de veuvage finalement. Et il raconte cette histoire qu'il fait sans croiser avec celle d'une jeune femme qui s'appelle Dora et qui est une jeune femme forte qui est homosexuelle à cette époque. Et ça comprend tout ce qu'il y a de difficulté d'être une femme homosexuelle à cette époque-là et de vouloir s'assumer finalement. Et les parcours de ce Saïd et de cette Dora vont se croiser dans une boutique d'automates lorsque Saïd était enfant. Et il y aura quelque chose de l'ordre de la prédestination dans cette rencontre-là. C'est bouleversant et c'est inattendu aussi à la fois, c'est-à-dire que j'ai tellement lu sur l'Algérie qu'on y retrouve, comme je le disais pour l'ouvrage de Kawthar Adimi, beaucoup de ficelles, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut écrire que de cette manière-là. Et lui, l'auteur Xavier Leclerc, nous offre un autre point de vue avec une sensibilité qui est particulière. J'ai même envie de dire que c'est une sensibilité qui est non genrée tellement elle est particulière. Il y a quelque chose de l'ordre
c'est un vent de fraîcheur. Ça fait du bien d'entendre ces histoires-là avec sa plume à lui. Je pense que c'était nécessaire et il le fait avec beaucoup de générosité aussi, c'est-à-dire qu'il offre une partie de son histoire sans rien retenir. Il est entier, il est vrai. Et je trouve que c'est fabuleux. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, ainsi que le second qui vient de paraître, qui s'intitule Un homme sans titre, qui est tout aussi bouleversant et avec lequel cette fois il retrace l'histoire de son père qu'il va découvrir à travers un document d'Albert Camus qui va parler de la famine en Algérie à une période donnée. Et il va, entre les lignes, lire et voir son père. C'est tout aussi bouleversant et généreux en intimité. Enfin, le mieux pour vous en parler, c'est de laisser Xavier le faire directement. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Je vous laisse l'écouter. C'est l'histoire de mon père. En 1939, Albert Camus se rend en Kabylie. Il écrit une série d'articles, Misère de la Kabylie, et il raconte cette anecdote d'enfants qui se battent pour des restes contre des chiens errants. Et parmi ces enfants, il y a mon père. Dans la carte d'ouvrier de mon père, effectivement, mon père a un prénom composé, Mohamed Saïd, et il nommé effectivement que Mohamed. Probablement sans aucune malveillance, mais je trouve que ça dénote déjà un manque de considération, d'entièreté. Oui, parce que finalement, c'est non plus un homme sans titre, c'est un homme sans nom. Oui. Et la question du changement de nom, qui est mon changement de nom à moi, c'est une traduction, ce n'est pas une trahison. Leclerc, c'est la traduction de Haït Taleb. Et c'est une manière de dire au monde que je refuse cette injonction au gourbi, cette injonction identitaire qui procéderait d'un fantasme néocolonial en objectivant, en créant en moi un personnage avec une ceinture de banane et qui donne un frisson exotique, ne serait-ce que patronymique. Et je trouve que la question d'être un homme, c'est avant tout la question de la dignité, d'être traité en adulte. Mon changement de nom, c'est avant tout de dire je veux avoir une conversation d'adulte. Je ne suis pas un objet exotique. Et pour moi, il s'agit de littérature aujourd'hui. Parlons de littérature. Ne me réduisons pas à ma naissance, et encore moins des fantasmes de gourbi. J'ai voulu évidemment dénoncer la misère dans laquelle mon père a grandi et tout un système colonial qui a créé de nombreuses injustices asphyxiantes pour cette surpopulation dans les hameaux. Mais c'est très simplement de manière apaisée que je souhaite le faire. C'est un dialogue et c'est proposer une réponse à cette terre brûlée de la mémoire sur plusieurs générations. Et c'est proposer de planter quelque chose d'apaisé, de pacifique et de riche, parce qu'il est question d'un héritage littéraire aussi. Je suis porté par la voix d'Albert Camus, par Le Guillou, par tant d'auteurs, Mohamed Di, Kateb Yassine, Jean Sénac, tous ces auteurs, Assia Djebar, tous ces auteurs qui ont à un moment donné apporté une voix et une lumière à cet héritage de part et d'autre de la Méditerranée. Donc finalement, tu vis quotidiennement avec ces petites voix autour de toi et qui t'incitent à écrire aussi pour porter la voix de ton père. C'est très cliché de dire ça, mais je suis vraiment humblement, simplement là au service de ces voix. Après, il y a la question de l'artisanat littéraire, le travail, la discipline, la remise en question, dépasser les bons sentiments et les mauvais d'ailleurs, refuser la facilité, se remettre en question, nourrir en profondeur son regard. Et puis j'en reviens au livre, c'est l'histoire de mon père, un ouvrier immigré comme il en avait tant, après-guerre, qui arrive en l'occurrence en 1962 en France. Il fera 5 ans dans les chantiers en Normandie,
puis il sera recruté à l'SMN, la Société métallurgique de Normandie, il y restera des décennies. Et j'ai voulu raconter cette humilité, ce silence, cette tête baissée, qui est si caractéristique de cette génération, cette dignité de ces hommes oubliés, effacés, toutes ces vies minuscules, qui ont pourtant apporté une véritable richesse à la France, on n'est pas démagogue en campagne électorale. Et c'est donc une condition sine qua non d'un dialogue apaisé, c'est de donner de la dignité à toutes ces mémoires brisées. Pour un homme sans titre, un livre. Oui, oui, et à travers lui, je le précise, ce n'est pas... je fais référence à Hamlet, de Shakespeare. Hamlet, hanté par le fantôme de son père, alors la question de la vengeance se pose, et je refuse la vengeance. Je peux dire les choses, et toutes les choses, sans prendre parti, vraiment n'avoir parti que la vérité, la justice, la sensibilité. Dieu sait que c'est complexe. Une des thématiques principales de ce livre, c'est la faim, F-A-I-M. Je suis né de ce ventre d'affamé. La faim, c'est un ogre qui ne sera jamais rassiégé. Et mon père m'a donné cet héritage-là aussi. Et la question, à travers cette écriture-là, c'était de me débarrasser de cet ogre. J'avais vraiment faim. J'avais faim de justice, j'avais faim de m'exprimer, j'avais faim, j'avais une émotion telle. Et le problème de l'artisanat, de la littérature, c'est la discipline. Donc comment tu fais quand tu vas imploser, tu as une telle émotion en toi. Et la discipline, c'est tu te calmes. Et tu disais, c'est intéressant, parce que tu disais vraiment en off que finalement tu avais retiré 21 chapitres de ce livre-là. Oui. J'ai l'impression que tu as explosé, tu as tout écrit, et puis tout d'un coup tu as tout ravalé. Tu as pris 15 kilos et tu as filtré de cette manière-là. Bien sûr, c'est un travail de joaillier, je l'espère, en toute humilité. Je ne sais pas d'autres mots, il faut ciseler, il faut revoir le verbe. J'ai lu les manuscrits, je les lis et relis et relis d'une manière obsessionnelle des milliers de fois. Je raye et je raye. Et tu retires. Et puis une fois que l'on pense le manuscrit terminé, je raye de nouveau, je retire des chapitres, je suis un tyran. Tu te retires aussi du livre, j'imagine, pour ne laisser plus que l'espace à ton père. Ouais. C'était la promesse initiale et je pense que c'est la promesse tenue. Et pour cela, dans le processus d'écriture, j'ai dû retirer beaucoup de chapitres où forcément je suis le narrateur, donc je suis tenté de me raconter. Je pense que c'était une tentative de fuite en avant. Et c'était très important à la fois de dévoiler suffisamment sur ma personne pour expliquer ce dont il était question, donner du contexte à ce regard qui était mon regard et qui est assumé, mais j'ai voulu faire l'effort de ne pas contourner les sujets dont il est question, celui de l'enfance de mon père, qui a grandi dans la survie, comme toute cette génération-là. Enfant, il a vendu du charbon de bois, ce qui était une activité complètement interdite par le code forestier, puisque ça sous-entendait de récolter du bois, et on pouvait aller en prison pour ça. Ensuite, il a, comme tous ses enfants d'époque, s'est retrouvé à grandir en marchant. La question de la marche revient beaucoup dans ce que j'écris, parce qu'il a marché pour survivre, comme on marche pour aller chercher de l'eau, comme on marche pour changer de pays. C'est toujours la survie, on marche tout le temps. Et regardez les migrants. Il était en route tout le temps. En route tout le temps, et puis à mon tour j'ai pris le pli plus tard, je marcherai vers l'Angleterre, on marche pour survivre. En fait. On reproduit beaucoup. Bien sûr, et puis c'est la marche de Giacometti, l'homme qui marche. Je pensais à Giacometti que j'aborde dans le livre parce que je me dis un homme sans fin, c'est aussi un homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et sans ces chances-là, on n'a pas la chance de devenir un artiste par exemple. L'argile pour mon père, c'est pour réparer les toits, le plâtre c'est pour lisser les murs. Et donc, comment faire des sculptures quand on n'a pas accès à l'art, à l'école? Giacometti, je suis sûr que mon père serait devenu Giacometti. J'en suis sûr, il aurait trituré de l'argile sur les tiges de fer. Mon père, il avait cette âme de fer. Il a travaillé dans la métallurgie toutes ces décennies. Et il aurait vraiment créé... Mon père avait ceci en commun avec Giacometti d'ailleurs. Il nous regardait, il nous fixait du regard très très longtemps. Ça insupportait ma mère, je trouve ça insupportable, je la comprends. Mais c'était un regard très doux, mais entêtant, comme s'il voulait dépasser la réalité du masque de notre condition humaine.
et voir presque notre âme. C'est exactement ce que Giacometti faisait, et lui aussi exaspérait les gens autour de lui à cause de ça. Et lui aussi, Giacometti, il s'emportait. Mon père pouvait vraiment s'emporter, c'était un homme de sang aussi, il pouvait l'emporter, probablement aussi par désespoir, par manque de mots. Oui. C'est dur de travailler jour et nuit avec sa gamelle de fer cabossé, pleine de riz sans sauce tous les jours à l'usine, prendre le bus et d'être dans la difficulté matérielle dès le milieu du mois. La rage est un art finalement. Oui, mais attention, c'est une rage qui était contenue. Jamais, combien jamais mon père a connu la torture pendant la guerre d'Algérie, il ne s'est jamais plaint de la France et des Français, jamais. Et j'en retiens une dignité exemplaire. Et à travers lui, c'est toute sa génération, tu sais, ces vieux maghrébins qu'on voit de temps en temps encore dans la rue, il y en a de moins en moins. C'est une génération qui meurt, les Chibani, qui me bouleverse aux larmes parfois quand je les croise à la rue. Ça m'émeut, tu ne peux pas l'imaginer, ça m'émeut. Parce que je sais ce qu'il y a derrière. C'est des hommes qui ne se sont jamais plaints. Et crois-moi, si je peux retenir de leur dignité quelques miettes, j'en serais très heureux. Et si dans la démarche littéraire on ressent ces miettes de dignité qui m'ont inspiré, j'en serais très heureux. Vraiment. On le ressent, je te rassure. Merci. Et j'espère vraiment que cette histoire, elle va générer de l'apaisement, elle va générer des dialogues. Les dialogues, c'est difficile. L'apaisement, c'est pas le silence, c'est pas la politesse contrainte, c'est parfois des conversations difficiles. Et l'apaisement, c'est ce qui va vers du beau. La littérature, c'est l'amour du beau. Et la dignité de mon père, c'était la beauté incarnée. C'était de la vraie littérature. D'ailleurs, je le dis dans le texte, le premier livre que j'ai lu, c'est mon père. Cette histoire de la beauté, de la dignité, c'était ça que mon père avait à offrir. Il nous a fait, lui et toute sa génération nous ont fait un cadeau formidable de devenir français. J'entends aujourd'hui une partie de la jeunesse que je comprends, qui est frustrée, qui est blessée, qui n'est pas reconnue parfois, et souvent, et qui a tendance à tomber dans le piège qu'on leur tend, qui est celui de la colère, du ressentiment. Et je les invite, par pitié, je les invite à reprendre une maîtrise de même et à avancer avec douceur, parce que c'est là où on ne les attend pas. Et la littérature, elle nous est offerte dans ce pays, elle est magnifique, et j'aime la France pour toutes ces raisons. On a affaire à de grands auteurs, un beau patrimoine, on a accès à tellement de belles choses. Et vraiment, si on devait retenir qu'un message de ce livre, c'est l'espoir et c'est le dialogue. Merci beaucoup, Xavier. Merci.